Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ici Pharo Sadius et Petit Vampire Gaming. Ceci sera notre dernière vidéo sur Hogwarts Legacy. C'est officiel, j'ai terminé le jeu. Petit Vampire a eu pas mal de soucis sur Hogwarts Legacy, donc il n'a pas terminé le jeu. De toute façon, vous le savez, hein, parce que si vous regardez si vous avez déjà vu mes vidéos sur Hogwarts Legacy, vous savez que Petit Vampire n'a pas eu de chance avec ses vidéos. Ouais, non, j'ai pas eu de chance. Enfin, avec le jeu, c'est pas avec les vidéos en soi. Pour mettre un petit peu d'ambiance, vu qu'apparemment la salle commune de Serpentard c'est un peu la mort, je vais me poser dans la salle sur demande. Et je vais donc dire un peu mon avis sur comment est le jeu, est-ce que le jeu vaut le coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce que c'est la meilleure adaptation d'Harry Potter, est-ce que c'est le Game of the Year de cette année, est-ce qu'il mérite ses, attention, chiffres actuels officiels, est-ce qu'il mérite ses 872 000 joueurs? Donc pour les Francesis, 872 000 à peu près. Et voilà, pour les Francesis, 872 000 à peu près. Donc, Hogwarts Legacy, on va déjà parler de l'optimisation parce que je suis sur PC, vous avez peut-être remarqué que j'ai quand même eu quelques lags à certains endroits. Je vais être honnête, Hogwarts Legacy doit être le meilleur lancement d'un jeu solo depuis facilement 5 ans. Je n'ai croisé en 60... Donc j'ai pris 60 heures pour finir la partie. J'ai dû croiser, je pense, 3 bugs. Le premier, c'est un troll qui a des pops. Le deuxième, c'est j'ai traversé les textures et je suis mort. Le troisième, c'est un PNJ dont le visage n'apparaissait pas. Ça, elle était pas mal, celle-là. Et franchement, ça va. Hein. Franchement, c'est 3 petits bugs. Parce que, ouais, certes, ça gâche un peu l'immersion. Mais ça reste mineur pour un jeu qui vient de sortir. Et surtout, que moi, je l'ai fait en Early Access. Petit Vampire aussi l'a fait en Early Access. Et pour une Early Access, c'était vraiment très très propre. Les chutes de FPS sont pas... Ouais, vas-y. Si je veux être très précis là-dessus, c'est pas une early access. Parce que le jeu n'est pas... quand ils nous l'ont donné, il n'était pas encore en cours de développement comme une early access. Mais comme on a pris la Deluxe, on avait 3 jours d'avance. Oui, 3 jours d'accès C'est pas considéré comme une early access techniquement, mais voilà, on a juste eu un avantage. C'est une early access de précommande, oui. Ouais, parce que accès anticipé veut dire early access, donc voilà. Ça dépend. Ouais, bon, on va dire oui. C'est un chipotage. C'est un chipotage. C'est un chipotage, exactement. Mais globalement, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que Hogwarts Legacy, justement, est un jeu qui est quand même assez incroyable. Et en termes d'optimisation, j'ai vraiment pas trop à me plaindre par rapport à ça. J'ai, pour citer par exemple des gros jeux connus qui sont sortis ces dernières années, voyons voir, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple. Il y avait eu Cyberpunk où l'optimisation était beaucoup plus à la ramasse par rapport à ça. Là, je parle même pas des bugs, hein. Je parle pas des bugs, je parle de l'optimisation en général. Elle était beaucoup plus à la ramasse. Il y avait... finalement, je peux même pas donner d'exemple parce que c'est vrai que sur PC, il n'y a pas eu de gros jeux qui sont sortis ces dernières années. Il n'y a pas eu de beaucoup de AAA. Mais c'est vrai que si on regarde à côté Valhalla, Cyberpunk, qui étaient un petit peu les gros jeux de ce genre, Hogwarts Legacy était vraiment l'un des mieux optimisés que j'ai dû voir. C'était vraiment très très stable. Et comment ça, j'ai reçu une quête? Ah, la quête de Nati qui pop enfin. Ouais, bref, on verra ça plus tard. C'est la quête de la quête de Nati qui décide de pop que maintenant. Mais bon. Ça oui, il y a peut-être des petits soucis au niveau des quêtes. Il y a quelques petits bugs de quêtes qui veulent venir et pas venir. Mais ça reste ultra mineur par rapport au problème du jeu. Donc, ça c'est au niveau de l'optimisation. Je sais que Petit Vampire, de souvenir, toi, c'était beaucoup plus galère. Ben moi, on n'a pas tout à fait la même configuration, surtout au niveau du processeur, parce que je dois être un i9, je sais pas combien, 12, c'est quoi, c'est 11 000, 12 000, 13 000, toi? Un 9900.
un 9e génération mais en i9. Moi j'ai un i7 11000, donc 11e génération, mais vu la carte graphique que j'ai, il est plus préférable d'avoir un i9 11e génération au minimum, pardon. Mais quand on voit aussi ce que le RTX pompe sur le processeur, ça m'étonne pas que à l'intérieur de Poudlard, avec tous les machins, le bidule, ou même à l'extérieur, tu peux pas jouer en ultra si t'as pas un PC de Le compétence. jeu, le jeu a Il est énormément gourmand. de détails. Ouais, le jeu est Clairement, gourmand. j'ai été un petit peu voir sur YouTube et ce genre de choses et sur Twitter, il y a des gens qui le comparent à Red Dead Redemption en termes de détails. Des fois, vous vous baladez, vous voyez par exemple un dragon qui va aller littéralement bouffer un poisson dans l'eau. Vous avez un hippogriffe qui va commencer à pêcher du poisson. Vous voyez des balais qui balaient tout seuls, des marteaux qui balaient tout seuls, de la nourriture qui a tendance à voler, des cyclopes qui affrontent des braconniers, des araignées qui commencent à bouffer des serpents cendres, des centaures qui affrontent des serpents cendres. Il y a vraiment énormément de vie, c'est quelque On en chose parle aussi des interactions complètement parfois débiles, mais Oui, typiquement les armures qui s'entretuent, un tableau qui te non, je menace parlais pas de ça, je parlais vraiment de choses que tu pouvais interagir, bouffer des bonbons, Oui, plus bouffer ça, une pomme. plus ça. Oui, le taux d'interaction de ce jeu est absolument fou. Vous pouvez boire des bières, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez manger certains fruits. Il y a certains fruits que si vous les consommez, ça crée des animations, comme par exemple le fameux fruit, là, je sais plus comment il s'appelle dans Harry Potter, le fameux fruit que quand tu le manges, eh ben, t'as les oreilles qui sifflent, littéralement. Ah ouais, tu peux manger ça? Oui, je l'ai trouvé en bouffant, j'en ai trouvé un là-dessus. Il y en a un autre, quand vous le mangez, vous commencez à léviter, ce genre de choses. Le jeu, il a, je sais pas combien de détails partout, des interactions partout. C'est absolument abusé. Les développeurs, c'était des tarés. Franchement, c'était des tarés là-dessus. Ça m'a vraiment surpris. Sans oublier, après, tout le sens du détail et ce genre de choses, du nombre de dialogues que possèdent les PNJ, parce que chaque braconnier, chaque mage noir, chaque gobelin va mentionner des choses quand vous les affrontez qui sont liées à ce que vous avez fait dans le jeu, si vous avez fait telle quête, si vous avez fait telle quête principale, si vous avez fait telle quête secondaire. Et donc voilà, vraiment, c'est bluffant. Franchement, sur ce point, Oui, le monde n'est pas dégueu. Hein. Voilà, en tout cas, le jeu est vraiment incroyable là-dessus. Donc, après ça, nous avons dit justement dans notre petite analyse, nous allons parler de l'histoire en général. Donc, globalement, vous incarnez un jeune homme ou une jeune femme qui va commencer Poudlard en 5e année. Le jeu fait exprès de ne pas être précis pourquoi vous commencez en 5e année. Est-ce que vous avez changé d'école ? Est-ce que vous êtes une personne qui a reçu une lettre beaucoup plus d'années en retard ? Le jeu fait exprès de ne pas dire pourquoi, pour vous laisser la liberté à 100% de choisir ce qu'il se passe. Et ça, c'est quand même très intéressant sur ce point. Par exemple, moi, j'ai créé un RP où mon personnage était une écolière de Maotokoro. Maotokoro, qui est l'école du Japon, l'école des mages du Japon, justement. Ce qui colle très bien avec le lore du jeu, parce que vous avez une institutrice japonaise, donc vous avez du lore sur Maotokoro, justement, dans le jeu, quand vous lui parlez. Donc voilà, je suis pas non plus perdu par rapport à ça. Moi, j'avais créé ce petit RP par rapport à ça, vraiment la japonaise qui débarque, et pour garder l'espèce de gros cliché japonais sang pur et ce genre de choses, et ben, je suis parti à Serpentard, tout simplement. ça vient de là. Voilà. Donc voilà, c'est très sympa, le début est vraiment cool. Le seul souci, c'est que l'histoire principale, en fait, essaye trop de vouloir refaire les 7 films, et il essaye trop de vouloir refaire Animaux Fantastiques à la fois. Je vais vous donner des exemples. Il y a du polynectar, comme Harry Potter 2. Il y a un troll qui s'en prend à des élèves, comme dans Harry Potter 1. Il y a des espèces de portails magiques qui vous amènent dans des autres endroits, comme Harry Potter 5. Vous allez devoir affronter un mage noir qui veut se révolter contre le système et qui est extrêmement arrogant, comme Grindelwald. Vous allez devoir vous occuper d'animaux dans des vivariums géants, comme Norbert Dragono. Vous avez
vous allez devoir sauver un hippogriffe, comme dans Harry Potter 3. Mon pêche, il manquerait plus qu'il y aurait eu la coupe de feu, et je pense qu'on aurait pu facilement taper tous les films. Ouais, ils auraient mis du Quidditch. Hein. Voilà. Le Quidditch, apparemment, peut-être que les développeurs pensent à le faire, ou peut-être que ce sera prévu en DLC. Il faudra voir comment ça va se faire, en tout cas. Ou alors c'est peut-être le système de jeu, enfin le système en soi du jeu qui fait qu'ils ne peuvent pas implémenter le Quidditch. Ouais, peut-être qu'ils ont constaté que ça n'allait pas avec le gameplay, parce que c'est vrai que le gameplay en ballet, il n'est pas évident. Alors, franchement, après, je suis sur PC, donc de nouveau, tout ce qui est maniabilité de vol et ce genre de choses, ce sera toujours mieux avec une manette. Donc forcément, c'est pas évident de dire si le gameplay ballet est pas terrible. Je trouve que pour du PC, hein, si on compare à toutes les anciennes adaptations d'Harry Potter qui ont plus de 10 ans aujourd'hui, oui, c'est le meilleur gameplay ballet qu'il y a eu. Je sais pas si on aurait pu faire mieux. Donc voilà, franchement, l'histoire, elle est assez intéressante sur le fait qu'ils ont vraiment voulu faire un hommage aux fans en essayant de caser tous les films. Le problème par rapport à ça, avant d'arriver au point positif et au point négatif, c'est que non seulement vous arrivez... un truc sur le Quidditch, mais vas-y. Vous arrivez dans votre toute première année à Poudlard, et finalement, vous faites autant de choses que Harry Potter en 7 films et Norbert Dragono en 3 films. C'est peut-être ça un petit peu le problème. Ce que les gens ils ont fait en 10 ans, vous le faites en une année. Voilà, c'est peut-être un petit peu surexagéré ce genre de choses, mais en tout cas le jeu était quand même relativement super, et ça je n'ai pas de crainte par rapport à ça, je n'ai pas de critique, c'était quand même très très super, c'était très très cool. L'histoire est vraiment cool, mais je mentionnerai un défaut, il n'y a pas assez de querelles de maison. Bon, techniquement dans les films non plus, il n'y a pas assez de querelles de maison, parce que à part Malfoy et Harry Potter qui se crêpent le chignon, les autres maisons sont quasiment inexistantes dans les films. Hein. Honnêtement, hein, j'ai pas vu les films depuis longtemps, mais à aucun moment les Poufsouffles et les Serres d'Aigle essayent de se mettre des bâtons dans les roues pour la guerre de maison et ce genre de choses. C'est vraiment très très léger. Ça, c'est peut-être un des défauts du jeu. Voilà. Et pour rebondir par rapport à ce qu'on disait sur le Quidditch, petit parallèle, par exemple, dans Assassin's Creed Syndicate, quand j'ai écouté un petit peu les interviews des devs, etc., ils avaient dit qu'ils avaient complètement repensé tout le moteur du jeu d'Unity pour l'adapter. Tu sais, c'était le fait de sauter sur les différents trucs, les différentes calèches, etc. Donc ils ont dû tout repenser, et peut-être que le moteur du jeu que l'Unreal Engine pouvait peut-être pas le gérer, ou alors c'était peut-être trop casse-gueule, je sais pas. Ou alors c'est par rapport au truc Quidditch là. Peut-être que c'est prévu pour une extension, parce que certainement vu que c'est Warner derrière et que le jeu il a 830 000 joueurs, enfin 830 000, on avait dit en début de cette vidéo qu'on était à 870 000. Là, si on regarde, il y a 5 000 de plus. Il y a 5 000 de plus. Ouais. Donc voilà, ça va faire que de monter, et c'est pas prêt de s'arrêter. Non, je pense sincèrement que il y a des chances que le Quidditch arrive en extension, et vu comment ça a gueulé sur Internet parce que le Quidditch n'était pas présent dans le jeu, sincèrement, le Quidditch va certainement arriver dans le deuxième opus. Ça, c'est pas le problème. Pour en revenir maintenant aux points positifs et aux points négatifs. Parce que là, il y a pas mal de choses à dire. Le jeu est excellent, je vais lui mettre une très bonne note, parce que pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur, un excellent jeu, vraiment beaucoup aimé, malgré que je suis pas du tout fan d'Harry Potter à la base, mais faut pas oublier que le jeu il souffre de beaucoup de problèmes, et ça il faut quand même les mentionner. Après t'es peut-être pas nécessairement fan de l'univers, enfin des films ou de l'univers Harry Potter, mais même si t'es pas spécialement fan, l'expérience de jeu est bonne. Oui, l'expérience de jeu elle est bonne, parce que moi j'ai mon propre goût là-dessus, et c'est pour ça que j'en viendrai dans les points négatifs. Donc c'est simple, vu que tu as moins d'heures que moi, petit vampire, oui. Quels sont les points positifs d'Hogwarts Legacy? Écoute, le système de combat est pas dégueu. Il a l'air assez ergonomique.
les boss comment dire, alors moi je joue en difficile, donc quand tu te prends une fessée, tu l'as mauvaise, mais après quand tu arrives à battre le boss ou peu importe, comment tu comprends son archétype, etc., machin, et pas d'une certaine satisfaction. Donc le jeu est bien pensé par rapport à ça. Après, moi, j'ai vu, bon, à part les animaux fantastiques, à part le troisième opus des animaux fantastiques que j'ai pas encore vu, j'ai vu tous les films. Donc forcément que euh, tout l'univers des sorciers donc qu'a créé J.K. Rowling et là on a à peu près tout ce qu'on trouve dans les films parce que c'est grâce aux films qu'on a découvert l'univers et bon bah, je n'ai pas encore lu les romans donc on loupe peut-être des choses mais pour ceux qui veulent en tout cas c'est un jeu qui parle aux fans hein, en tout cas. Clairement, le système de combat est assez bluffant. Il y a à peu près une trentaine de sorts. Et à la fois, enfin, comment dire, c'est aisé comment ça s'appelle, de pouvoir, enfin, il est simple mais à la fois complexe. Je sais pas trop comment l'expliquer. Oui, c'est ça, c'est qu'il a une trentaine de sorts. Et en fait, vous pouvez faire des espèces de combos avec les sorts, comme par exemple balancer un Lévisio et enchaîner avec un bombarda derrière, par exemple, ce qui fait que l'ennemi ne pourra pas tenter d'esquiver ou tenter de créer une protection magique. Comme vous pouvez par exemple utiliser un répulso sur un mec avec un bouclier, et ce qui fait que en fait, c'est le bouclier du mec qui va pulvériser le mec derrière. Il y a vraiment des trucs à faire, il y a vraiment un système de combo qui est assez cool. Mon combo préféré, je vais vous le dire, c'est tout simplement Landoloris amélioré, fusionné avec l'Avada Kedavra, parce qu'en fait l'Andoloris amélioré fait que quand vous allez attaquer la personne avec l'Andoloris, il va commencer à projeter des déflagrations d'énergie qui vont maudire les cibles tout alentour, et avec l'Avada Kedavra amélioré, vous pouvez tuer toutes les cibles maudites d'un seul coup. Donc ce qui fait qu'il y a vraiment ce plaisir, ce fun, archi pété, archi broken, qui est vraiment très plaisant avec ça. Il y a vraiment un combo à faire ça. Franchement, le gameplay, c'est simple. Je pense que sur ce type de jeu, parce que ce jeu est un type de jeu particulier que nous pouvons, on peut appeler ça, par exemple Ubisoft-like, parce que fatalement, toutes les mécaniques sont reprises quand même majoritairement d'Ubisoft, que ce soit les points d'intérêt, comment ils ont été placés, que ce soit le gameplay qui consiste à faire des contres, des attaques avec le clic gauche, plus encore des barres de compétences limitées à 4, comme l'a proposé Odyssey Valhalla. On est vraiment sur un type très Ubisoft-like. En même temps, c'est Avalanche Studio. Avalanche Studio, à part Juste Cause, ils font des jeux qui sont très Ubisoft-like de base. Donc ça m'a pas réellement choqué. Hein. Mad Max était déjà une espèce d'Ubisoft-like avec des voitures. Là, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui trollent sur Internet en appelant ce jeu Assassin's Creed Wizard. Voilà, oui, c'est vrai qu'il y a des mécaniques qui sont un petit peu transposées dans ce que tu disais. Et comment dire, chaque ennemi a son archétype, mais quand toi, tu connais à peu près les archétypes de chaque ennemi, tu sais comment, tu connais leurs points faibles, etc., sans forcément bourriner au niveau des sorts. Ah, parce qu'il y a toute une liste. En plus de ça, à la The Witcher, mais à la fois facile à comprendre. À la The Witcher, il y a toute une, vous avez tout un bestiaire pour vous dire la faiblesse de vos ennemis. Voilà, il y a des ennemis. Oui, c'est le bestiaire aussi, mais je te parlais vraiment quand tu es en combat. Non, mais c'est ça. C'est complexe et à la fois élégant. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais. Ouais, je comprends. Moi, ça m'est déjà arrivé d'ouvrir. J'arrivais pas à vaincre un ennemi, c'était au début du jeu. Hein. J'arrivais pas à vaincre un ennemi, donc j'ai ouvert le bestiaire au beau milieu du combat pour savoir quelle était la faiblesse de cet ennemi. Parce que vu que je l'avais déjà vaincu, j'avais le guide du sorcier qui m'expliquait quels étaient les sorts qui étaient vulnérables à ce type d'ennemi. Et ce qui fait que justement, vous pouvez mettre... Quel ennemi était vulnérable à quel sort, tu veux dire? Ouais, voilà, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que je me suis retrouvé à le vaincre très facilement, parce que la plupart des ennemis ont ce que j'appelle un mode de faiblesse, et quand ils ont ce mode de faiblesse activé, ils prennent tarif. C'est notamment le cas des statuettes de Pansine,
ou encore du troll. Ouais, le gameplay de combat, c'est vraiment l'un des plus gros plus de ce jeu. Autre point? Autre point positif ou négatif? Positif. Écoute, je pense que le point positif, c'est que même si toi tu n'as pas vu ou que tu n'aimes pas Harry Potter, l'univers est plaisant quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tu arrives quand même à séduire un peu, même si t'es pas spécialement, comme tu l'as dit, fan, c'est ça, hein. Ben, j'avais pas accroché à la saga Harry Potter, Ouais, mais j'avais beaucoup accroché à Animaux Fantastiques. ouais, tu vois, parce que c'est pas tout à fait la même chose, alors que là, c'est un condensé. Mais je veux dire, pour ceux qui sont, on va dire, au sens large dans l'univers, dans le Wizard World, comme ils le disent, c'est sûr que ça va leur parler. Donc, après, oui, moi, j'aime Harry Potter, j'ai même une baguette, mais Je crois que j'avais. Il me semble que j'avais aussi te une l'avais baguette envoyé. Un temps, j'étais un très 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 gros fan d'Harry Potter et Ouais, c'est j'ai une vraiment à baguette, mais partir du normalement, 5. je vais en avoir deux. Enfin, C'est vraiment à je vais partir en du avoir 5 un des que deux. j'ai accroché. Donc, Yes. clairement. Après, oui, c'est sûr que si t'es fan au point d'avoir tous les machins, tous les trucs, le jeu va parler et Ah, mais va clairement, convenir. ils ont tellement voulu. En fait, ils ont tellement surexagéré le scénario en voulant absolument introduire tous les trucs marquants. Du lore, comme je les ai cités avant. Ouais. Que bah, fatalement, un archi-fan d'Harry Potter, pour lui, c'est du pain béni. Pour lui, le jeu. Il Oui, est c'est juste sûr qu'il aura une incroyable. très bonne expérience. Et celui qui est moins fan, dans le sens où, un petit peu comme moi, qui c'est pas un univers qu'il dirait, enfin, qui dit ah non, ça je veux pas, ça reste quand même une bonne expérience Ah, de ah, par ah, les mécaniques, les machins. Rappelons ce que je t'ai dit il y a une semaine avant la sortie du jeu. Je me suis dit, j'hésite à prendre le jeu parce que je suis Ouais. pas fan d'Harry Potter et j'ai peur que ce soit. J'ai peur que ça me gonfle. C'est ce que j'avais dit, j'avais peur que ça me gonfle, j'avais peur de vite m'ennuyer sur le jeu. Et puis finalement, j'ai quand même pris le risque de le prendre pour un petit peu varier des jeux que j'ai déjà. Et au final, ça a été une méga surprise parce que le jeu propose des choses très très intéressantes. Et personnellement, ça me donne presque envie d'aller revoir tous les films, de voir enfin, de voir enfin le 7 que je n'avais pas vu, et sa partie 2 d'ailleurs. De voir Animaux Fantastiques 3 qui est réputé pour être mauvais, mais au moins de le voir pour faire mon propre avis. Alors réputé pour être mauvais, je pense que c'est parce que Matt Mikkelsen a remplacé Johnny Depp suite au procès. Oui, ça n'a pas aidé, mais apparemment le film n'est pas terrible aussi de base et ça n'a pas aidé. Ah. Mais Après, clairement. est-ce qu'ils ont changé par rapport au réalisateur, tout ça. Mais voilà, clairement, ça, je pense que je suis d'accord sur ce point positif. Est-ce que tu en as d'autres ou est-ce que je continue? Écoute, pour moi, c'est une bonne expérience. J'ai pas encore fini le jeu sur des galères, mais même si j'ai recommencé plusieurs fois, c'est quand même, comment dire, c'est pas dérangeant de le refaire plusieurs fois, que ce soit avec une autre maison, un autre Ça, personnage. c'est clair. En plus, le jeu La fait exprès. rejouabilité est plutôt agréable. Le jeu fait exprès de mettre 4 slots de sauvegarde pour focus sur la rejouabilité. J'ai quand même quelques a priori. J'ai quand même quelques a priori par rapport à cette histoire de slots. Mais moi je rigole s'il y a un mode qui sort pour rajouter des slots. Mais Voilà, je viens de bouffer. mais je suis assez surpris de la qualité du jeu. Pour citer vite fait les autres points positifs, l'exploration est plaisante, on a pas mal de quêtes secondaires, les quêtes secondaires sont très diversifiées, ça va de la simple quête FedEx à des quêtes tragiques, à des quêtes où on se lie d'amitié avec certains personnages, et les fameuses séries de quêtes de compagnons. Par rapport à ça, je mettrai un point négatif sur ces séries de quêtes, c'est que nous avons donc une longue série de quêtes avec Sébastien, une longue série de quêtes avec Natty, le personnage Gryffondor. Nous avons une longue série de quêtes avec Patty, un personnage Poufsouffle, mais nous n'avons pas de série de quêtes avec un personnage de Serre d'Aigle. Le seul personnage de Serre d'Aigle avec qui vous allez vous lier d'amitié, il n'apparaîtra que pour une seule mission, et il n'a pas de série de quêtes. Et ça,
je trouve que c'est quand même dommage. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va changer? Est-ce que les séries de quêtes vont changer en fonction des maisons qu'on va prendre? J'ai une serre d'aigle, donc je verrai par moi-même. Je verrai par moi-même quand je reprendrai le jeu avec elle, même si je vais devoir me focus un peu sur la quête principale pour débloquer Alomora et ce genre de choses. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je suis très très curieux de voir comment le jeu a avancé, de voir comment le jeu va se passer par rapport à ça. Ça, c'est un peu ce que je regrette, c'est vraiment que les serres d'aigle sont mis de côté. Je serais même pas surpris justement que ça fasse l'office d'une mise à jour gratuite ou carrément d'un DLC qui va rajouter un certain type de contenu et que ce sera inclus dans un compagnon pour serre d'aigle. Je serais pas réellement surpris. Ça, en tout cas, c'est pour ce qui est... Peut-être plus en mise à jour gratuite pour le coup, parce que si c'est en DLC, ça risque de gueuler un peu par rapport à ça. Non, mais de toute façon, vu que c'est Warner, je m'attends pas à des mises à jour gratuites. Malheureusement, hein, je vais être honnête, je vais être vraiment honnête. Hogwarts Legacy est un super jeu, mais Hogwarts Legacy n'est tout simplement ce qu'est Kingdom Come Deliverance pour de l'historique. Ça veut dire un superbe jeu, mais avec un éditeur de merde. Donc voilà, oui, comme Hitman avec IO, pas IO avec Square Enix. Avec Square Enix, ou encore tout simplement StarCraft avec Activision et ce genre de choses. Ou Cyberpunk avec les têtes pensantes de CD Projekt. Franchement, ça faisait longtemps que tu l'avais pas sorti le Cyberpunk. Hein. Mais voilà, on va pas diverger, mais c'est juste pour dire que des studios qui ont des problèmes avec leur éditeur ou leur tête pensante, ça existe, malheureusement. Je vais vous donner des informations que j'ai entendu parler, je ne sais pas si elles sont vraies, mais je vais quand même en parler. Apparemment, le jeu a été rushé et a été forcé d'être sorti en février, alors que le jeu n'était absolument pas vrai. Et apparemment, d'après un leak, il y a 2 zones complètes, apparemment, qui s'appellent Swamp et The Island. Donc, on sait que les Highlands, c'est le territoire autour de Poudlard, donc on sait que c'est faux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un immense marais dans le jeu, et c'est bien possible qu'il y ait des territoires qui ont été arrachés du contenu, parce que ce n'était pas terminé. Et c'est peut-être de fortes chances que c'était pareil pour le Quidditch, que le Quidditch a demandé énormément de budget, et qu'ils n'ont pas eu ce budget, parce qu'apparemment, d'après un pote à moi, Hogwarts Legacy s'est fait charcuter au niveau de son budget. Et c'est pour ça que c'est déjà un chef-d'œuvre, hein, parce que vu qu'il a eu beaucoup moins de budget qu'un AAA actuel. Donc voilà, ça clairement... Oui, et puis qui veut dire restriction de budget, dit restriction de contenu en soi. Oui, restriction de contenu, et il y a de fortes chances que le Quidditch demandait beaucoup de budget, parce que c'est pas simple de faire du Quidditch. Et c'est peut-être pour ça que ça a disparu, justement. En tout cas, ça, c'était pour les points positifs. Il y en a pas mal, le jeu est bluffant, le jeu est très beau graphiquement, le jeu propose un excellent système de combat, l'exploration est plaisante parce qu'il y a toujours un truc à faire et ce genre de choses, le monde est cruellement vivant, mais il se reproche de défauts que nous devons parler parce que ces défauts peuvent peut-être entacher l'expérience. La première, je ne vais pas vous le cacher, il n'y a qu'une seule fin dans Hogwarts Legacy. Voilà, c'est dit. C'est un RPG. Et en fait, ce jeu est autant un RPG que l'était Valhalla ou que l'était Cyberpunk. Ça veut dire que globalement, vous aurez des choix, vous aurez des nuances de choix qui vont changer quelques fins de quête secondaires ou ce genre de choses, mais fatalement, la conclusion sera la même, quoi que vous fassiez, il n'y aura quasiment pas de changement. C'est vrai que Cyberpunk, au moins, proposait 5-6 fins, mais globalement, tout le reste du jeu ne changeait pas. Bah là, c'est pareil, il n'y a quasiment aucune conséquence. Je veux dire, je suis Serpentard, je n'ai pas eu cette impression d'être Serpentard dans le jeu, parce que le seul moment où j'avais l'impression d'être un Serpentard, c'était avec des Serpentards. Voilà. Les Gryffondors ne te critiquent pas que t'es un Serpentard. Le seul moment, il y a même des erreurs de dialogue. Comme par exemple, quand vous dites à Sébastien à la fin du jeu, je te fais confiance depuis que je t'ai rencontré dans les cours contre les forces du mal, alors qu'on s'est rencontrés, alors que justement on s'est pas rencontrés là en fait. On s'est rencontrés à la salle commune, mais bon.
Voilà, c'est ça qui est dérangeant, c'est qu'on a plus l'impression que Ah non, c'est quand tu lui as mis une branlée, en fait. Non, on s'est rencontré à la salle commune, Sébastien. Oui, pardon. Oui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, C'est qu'en fait, tu lui mets une branlée, peu importe la maison que tu as choisie. Mais là, le jeu mon perso a vraiment dit cette phrase comme si je n'étais pas un Serpentard, comme si j'étais un Gryffondor ou ce genre de choses. Et ça, c'est malheureusement pour moi l'un des défauts du jeu. Ah oui, non, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est l'un des défauts du jeu, c'est que la maison, c'est tout simplement l'équivalent d'un life pass de Cyberpunk. Je pense qu'il n'y a pas meilleure justement représentation. Ça veut dire que vous aurez des choix de dialogue différents, des dialogues changés de temps en temps et ce genre de choses. Comme par exemple, à un moment, tu discutes avec Omnis, il te dit ouais, je t'ai rencontré à la salle commune, je sais qui tu es, ce genre de choses. Il y a des dialogues qui changent fatalement en fonction de votre maison, mais ça change rien à l'intrigue. La seule différence aussi, c'est le look. Le look change sacrément en fonction de ce que vous êtes. Serpentard, Gryffondor, Cérédale ou Poufsouffle. Vous avez des tenues qui sont exclusifs à certaines maisons. Ce qui est déjà un peu plus que le FPS de Cyberpunk techniquement. Donc voilà, c'est ça, c'est vachement très très limité, c'est vraiment dommage. Et pour moi, c'est le plus gros défaut du jeu. Les autres défauts du jeu, c'est simple. Le premier défaut, qui n'en est plus un, c'est que je trouvais que le jeu était trop dur. Je trouvais que le jeu était trop dur et je trouvais qu'on s'en prenait trop facilement, trop plein la gueule. Sauf qu'en fait, vous avez des arbres de talent pour augmenter les points de vie que vous gagnez avec les potions de soins. Vous avez aussi... C'est surtout le métier à tisser qui donne le cheat. De quoi? Le fait de pouvoir donner des... Tu sais, avec les runes, c'est vraiment les runes qui... Oui, les runes. Le principe des runes est complètement abusé. Comme il a pu le voir, Petit Vampire, j'ai littéralement mis le boss de fin tiers de life uniquement avec mes barres d'ulti. Et en plus, le pire, c'est que vu comment était le boss de fin, je saurais quel build faire avant le boss de fin, pour la prochaine fois. Ah, ouais. Parce que, petit mini-spoil comme ça, on ne peut pas maudire le boss de fin. Ne mettez pas de runes. Ne mettez pas de runes de malédiction pour le boss de fin, ça ne sert à rien. Voilà, cette info vous sera certainement utile et vous sauvera certainement la vie en difficile. Voilà, Avada Kedavra ne marche pas non plus sur le boss de fin d'ailleurs. J'étais tellement content de le choper qu'au final, au final, voilà, c'est pour ça que je pense pas que je vais le prendre pour ma Serdaigle. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du plus grand défaut du jeu, et pour moi je citerai deux autres défauts. Le premier, c'est la map, j'expliquerai en détail de pourquoi c'est la map, et le troisième, c'était le gameplay qui était trop dur, mais en fait non, le gameplay est très équilibré, on est sur du pur RPG. Vous faites rouler dessus comme pas possible au début du jeu, vous roulez sur le monde entier à la fin du jeu sans aucune difficulté. Clairement, le jeu est bien équilibré là-dessus. Donc l'autre défaut, pour moi, ça va être sa construction. Hogwarts Legacy, comme je l'ai dit avant tout à l'heure, est un Ubisoft-like. Un Ubisoft-like, pourquoi Ubisoft-like? Parce qu'en général, on a tendance à beaucoup taper sur les open world Ubisoft qui sont que remplis de collectibles. Eh ben, je vous annonce que Ubisoft a été officiellement dépassé en nombre de collectibles, parce que Hogwarts Legacy l'a éclaté sur tous les points. C'est simple, je vais vous faire des comparaisons très simples. Je vais vous comparer déjà ça avec les Assassin's Creed de base. Donc nous avons Valhalla, où le seul collectible qu'il y a, ce sont des coffres des mystères et des quêtes, mais qui ne vous donneront pas de récompense. Donc ce qui fait que vous n'avez aucun sentiment de collectionnite. Donc ce n'est pas réellement de la collection. Nous avons Odyssée qui fonctionne sur ce même système, où il n'y a pas réellement de collectionnite par rapport à ça, sauf la fin secrète où il faut récupérer 45 cailloux. Et nous avons Origins où il faut récupérer 25 cailloux pour une armure et tuer 10 mercenaires pour récupérer une armure. Donc il y a déjà plus de collection. Si on prend l'Assassin's Creed avec le plus de collectionnite que je connais,
qui doit être Assassin's Creed 2, où vous devez récupérer 6 jetons pour une armure, que vous récupérez dans des tombeaux. Vous devez récupérer 100 bannières pour avoir une cape. Vous devez récupérer 100 bidules pour avoir un autre truc. Globalement, voilà, c'est vraiment Assassin's Creed 2 qui a le plus de jeux avec de la collection. Et là, Hogwarts Legacy, c'est simple, c'est 100 fois plus élevé. Pour vous montrer un petit peu le panneau. Ici, c'est le panneau de défi, c'est donc le panneau de collectionnite du jeu. Donc globalement, vous aurez le système de combat où tuer des ennemis vous rapportera des vêtements et des runes. Ça, c'est pour chaque type d'ennemi. Donc par exemple, le troll, il me faut encore tuer 15 trolls pour obtenir la rune pour rendre les trolls plus faibles. Pareil pour les loups. Vous avez des défis de duel qui correspondent tout simplement aux défis de synchronisation d'Assassin's Creed, que si vous les faites, vous allez obtenir de l'équipement, donc vous vous sentez un peu obligé de les faire. Les araignées qui vont vous donner une armure, vaincre les boss vont vous donner des masques, vaincre les mages noirs vont vous donner des tenues. Ça, c'est pour le combat. Pour les quêtes, c'est pareil. La quête principale va vous donner des équipements. Les devoirs vont vous donner des équipements. Les quêtes principales vont donner des équipements. D'ailleurs, je prends la nouvelle, le collier que je n'avais pas avant. Et les quêtes secondaires qui vont vous donner du contenu. Ce qui fait que clairement, le jeu vous force à faire le 100% des quêtes secondaires si vous voulez avoir toutes les tenues, quand même. Et donc, le nombre de quêtes secondaires, c'est 3, plus 6, ça fait 9, plus 10, ça fait 19, plus 18, ça fait 37, plus 32. Donc le jeu a plus de 70 quêtes secondaires, et le jeu vous incite fortement à faire les 70 quêtes secondaires, donc 70 pour les Français, pour obtenir toutes les tenues du jeu. Donc les quêtes secondaires deviennent de la collectionnite. On est quand même sur un truc élevé. Exploration, c'est pareil. Récupérer les ressources de magie ancienne. Éclater les ballons pour avoir des skins de balai. Récupérer les plateformes d'atterrissage pour avoir des skins de Quidditch. Faire les épreuves de Merlin pour monter votre stuff. Faire les tables d'astronomie pour choper des tenues. Faire les secrets de Poudlard pour obtenir des tenues. D'ailleurs, il m'en manque un, je sais pas où il est. Le guide du sorcier qui va carrément influencer le scénario de fin, le dialogue de fin et ce genre de choses, qui vont donner des tenues si vous récupérez des pages à travers le monde entier. Et bien sûr, la salle sur demande, où le jeu va carrément vous demander d'aller récupérer des créatures et d'aller faire de la reproduction de nourriture. Les véganes en sueur. De la reproduction animale pour obtenir de la collection. Le jeu a 10 fois plus de collection que tous les Assassin's Creed, et clairement, je vais être honnête, je pense que tous les Assassin's Creed réunis n'ont pas autant de collections à faire que Hogwarts Legacy. Donc les joueurs de mauvaise foi qui disent ouvertement que les jeux Ubisoft ils abusent, vous avez son successeur. Je pense qu'il n'y a pas que Hogwarts Legacy qui est très gourmand sur les collections aussi. Oui, non, mais on va pas se mentir que le taux de collection d'Hogwarts Legacy, j'ai jamais vu ça. Oui, et c'est surtout que c'est du stuff de transmog. C'est pas du stuff qui te donne c'est du stuff de transmog, c'est uniquement pour la collection, et en plus de ça, c'est le seul moyen pour gagner de l'XP. Parce que ça, Petit Vampire n'est pas au courant, mais quand vous avez fini l'XP d'un certain mob, par exemple, si je vous montre là les mages noirs, j'ai atteint le max. Quand vous avez rempli l'XP entier des mages noirs, vous ne gagnez plus du tout d'XP face aux mages noirs. Donc ça veut dire que pour monter niveau max, vous serez obligé de faire de la collectionnite partout. Vous serez obligé de faire, et je suis sûr, vu les statistiques que j'ai, je suis sûr que pour obtenir le niveau 40, donc le niveau max, il faut absolument faire le 100% du jeu. Si ça, la collectionnite, elle est pas énorme. Après, je t'avoue que quand tu joues en difficile, le niveau est important, mais si tu te mets en mode histoire, tu peux un petit peu... Encore sincèrement, difficile, si t'as les bonnes runes, ça doit passer. Si t'as les bonnes runes, ça doit passer. Après, comme je t'ai dit, c'est avec le système de combat qui est simple d'utilisation et à la fois complexe, voilà. Ça passe bien. Pour moi, c'est le plus gros défaut du jeu. Pour moi, c'est le plus gros défaut du jeu. C'est que quelques youtubeurs, notamment Julien Chez, ont vendu Hogwarts Legacy comme le successeur de Zelda. Ce jeu ressemble plus à Assassin's Creed 2.
ou même encore le tout premier Assassin's Creed que Zelda Breath of the Wild. Donc voilà, si vous n'aimez pas du tout ce système de collection, vous allez en bouffer. Mais vous allez en bouffer. Ah franchement, pour moi, c'est vraiment l'un des plus gros problèmes du jeu. Mais ça ne me dérange pas, parce que j'ai toujours aimé ce système. Ça ne m'a jamais dérangé. Je suis fan. Vu le nombre de vidéos que j'ai fait sur Assassin's Creed sur cette chaîne, ceux qui me suivent depuis le début le savent. Je veux dire, mes premières vidéos, quand je m'appelais encore Pharo FT, mes premières vidéos de mauvaise qualité, c'était sur le premier Assassin's Creed. Voilà, elle date de 2011, la vidéo. C'est pour dire, clairement, non, moi ça ne m'a jamais dérangé, mais si vous détestez ce que vous dites avec votre mot, le open world générique, moi j'appelle pas ça open world générique, j'appelle ça open world classique, parce que pour moi il n'y a pas réellement d'open world générique. À partir du moment où les gens essayent de reprendre la formule de Bethesda, alors que la formule de Bethesda existe avant la formule d'Ubisoft, on ne peut pas utiliser le terme générique, mais plutôt le terme classique. Mais bref, pour moi c'est vraiment le défaut majeur du jeu. Et je pense sincèrement que le manque de choix, plus ça, ce sont les deux principaux défauts d'Hogwarts Legacy. C'est des défauts qui, pour moi, le premier est grave pour un jeu qui se déclare RPG. Pour moi, le deuxième n'en est pas un, parce que c'est Avalanche Studio. Avalanche Studio et Warner sont spécialisés dans ce style de jeu. Je veux dire, il y a beaucoup de collectionnites dans Mad Max, il y a beaucoup de collectionnites dans les Batman Arkham, c'est pareil. Hein. Je me rappelle d'une fin secrète dans Batman Arkham Knight qui consistait à faire toutes les énigmes du Riddler. Je l'ai plus en anglais, je crois, c'est le Sphinx en français. Donc voilà. Donc globalement, ça a toujours été propre à Warner ce système. Mais au moins, il est plaisant, il est riche, il donne envie de continuer, c'est vraiment un super jeu. Et donc, on arrive donc maintenant à ton tour, petit Vamp. Dis-nous tes points négatifs. Les points négatifs du jeu, bah écoute, j'ai pas autant fini l'histoire que toi, mais après, est-ce qu'il y aurait des points négatifs? Le fait que si on meurt, on pourrait directement atterrir à l'infirmerie. Mais Ah oui, il a lourdement insisté là-dessus ces derniers jours. Mais après, quand je vois certaines quêtes, ça serait un peu con, surtout pour refaire tout le trajet. Je peux comprendre. Ça se comprend, mais après, est-ce qu'il y a vraiment des points négatifs que je pourrais apporter? Là, comme ça, je pourrais pas vraiment te donner de points négatifs. Après, c'est pas frustrant. Moi, je l'ai dit, je joue en difficile. Donc, le système de combat est quand même bien pensé pour. Non, après, je veux dire, tu fais les devoirs pour débloquer des sorts. Tu fais du farm pour le reste. Tout se débloque au fur et à mesure que tu avances. Donc, voilà. Après, pour un New Game Plus, si tu veux faire un style New Game Plus, et bah il y a des modes sur le Nexus pour directement tout avoir, machin, pour éviter de farm. Après. Et il y a même un mode qui remplace la baguette par un pistolet pour ceux qui veulent faire Georges tu sais qui. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est une vieille blague d'un épisode de JDG avec Bob Lennon. Voilà, c'est. Donc globalement, non, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, mais par contre, c'est vrai que le modding de Hogwarts Legacy a l'air assez vénère pour du Unreal Engine, parce qu'on a déjà des nouvelles tenues, on a déjà des moyens d'obtenir des New Game Plus et ce genre de choses. Moi, je pense que... Je sais pas si je vais modder mon jeu. Ah oui, sachez qu'en développement, il y a une équipe de modeurs qui est en train de préparer un mode VR et un mode coop. Donc je pense que ça va être très très intéressant de voir à quoi ça va ressembler, à moins que Warner sabote le projet, ce que ça ne me surprendrait pas de leur part. Après, quand je vois les archives qui sont créées, ça me fait beaucoup penser à Jedi Fallen Order. Parce que Jedi Fallen Order, il y a pas mal de modes et il est sous Unreal Engine. Moi, je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment de qui maîtrise l'Unreal Engine. Ça doit vraiment varier. Ouais. Et puis aussi, l'Unreal Engine, tu peux le télécharger sur
Bah, sur le Epic Store, tu peux travailler sur le moteur en fait. Ouais, ça c'est Donc cool. les mods sont, je pense, plus simples à faire que quand tu n'as pas accès à tous les trucs. Je vais quand même mentionner un Surtout truc sur l'aspect Cyberpunk. RPG avant de dire ma conclusion sur le jeu. Ouais. L'aspect RPG n'est pas acheté parce que vous avez quand même des statistiques, vous en avez très peu, mais vous avez quand même des statistiques d'équipement, vous avez quand même de l'upgrade, vous avez quand même un système de runes qui fait beaucoup penser justement aux runes de Valhalla, voire même d'Odyssée. Vous avez, vous avez des impacts sur des dialogues et ce genre de choses, comme par exemple les ennemis que vous affrontez. Vous avez des impacts, par exemple, au beau milieu de la quête principale, on m'a félicité d'avoir récupéré une licorne et ce genre de choses. On m'a félicité d'avoir fait telle ou telle quête secondaire. Donc oui, il y a de l'influence. Oui, ça c'est cool. Le jeu est bien pensé par rapport à ça. Donc le problème, c'est que ce sera la suite qui va être sévère parce qu'il n'y aura plus ce côté découverte, il n'y aura plus ce côté c'est la première fois qu'on fait un Harry Potter en monde ouvert, il n'y aura plus ça. Et donc le deuxième va demander beaucoup d'ambition parce qu'il va falloir améliorer l'aspect RPG, rendre le changement des maisons beaucoup plus convaincant. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Et clairement, vu le succès incroyable du jeu, je pense que maintenant, à l'heure où je parle, on doit être à 900 000 joueurs. À l'heure où je parle, si je regarde actuellement 878 000. 878. Donc voilà, on n'y est pas encore, mais on s'approche gentiment des 900 000 joueurs. C'est énorme. C'est même abusé que le chiffre fait que de monter, parce que finalement, les rares personnes qui n'aiment pas le jeu, eh ben, ce sont ceux qui n'aiment pas les types Ubisoft-like, et ce sont typiquement ce sont les gens qui n'aiment pas, qui n'aiment pas les RPG. Donc en fait, c'est ça qui est cool, c'est que Elden Ring, qui d'ailleurs pour moi n'est pas réellement un RPG vu son manque de scénario et de choix, rien que pour ça, je vais me prendre des dislikes sur ma vidéo. Hogwarts Legacy qui manque d'aspect RPG aussi, mais ce qui est cool, c'est que le genre RPG est en train de revenir grâce à ces deux jeux. Et ça, ce n'est Il que revient du surtout bon. parce qu'on a du qualitatif. Même si c'est pas assez poussé pour certains, il y Ouais, a quand comme moi. même des trucs qualitatifs. Et ce n'est que du bon, ce n'est que du bon. Là, il va y avoir Starfield cette année, qui va certainement bousculer l'univers du jeu vidéo dans le côté RPG en tout cas, étant donné que Starfield, à partir du moment où on a des traits de personnalisation, ça va être énorme. Mais clairement, je pense que je suis redevenu fan d'Harry Potter grâce à ce jeu. Et rien que pour ça, ce jeu mérite une excellente note. On va y aller pour les notes, on va mettre sur les notes sur 20. Donc je vais laisser mon camarade, mon collègue. Quelle note mettrais-tu à ce Faire jeu? une synthèse. Bah écoute, moi j'ai pas assez avancé dans la quête principale, etc. Mais bon, je t'ai suivi un petit peu ce que tu faisais. Donc ouais, je te rejoins sur le fait du côté RPG, peut-être pas assez poussé, mais en même temps, s'ils ont du rush, etc., c'est peut-être pas surprenant. Ouais. La fin a été un petit peu bousculée, si je peux dire ça comme ça. Après, ça reste une bonne expérience, ça parle surtout aux fans. Donc après, le monde est bien vivant. Moi, quand j'entends certains dialogues de PNJ qui, que, qui sont comment dire, bien en accord comment ça s'appelle, avec l'univers de J.K. Rowling. Après, écoute, il y a encore des points à améliorer, comme on l'a expliqué, mais on part sur un très bon. Après, je peux pas vraiment mettre de notes parce que je m'estime que j'ai pas fini le jeu et voilà. Mais après, je pense comment ça s'appelle, qu'on se rejoint sur la vie finale à peu près. Ouais, alors dis-moi ta note. On a à peu près les mêmes accords. Tu noterais combien alors? Ah, je dirais entre 15 et 18. Enfin, je dirais un petit 17, quoi, facile. Ouais, moi j'ai hésité entre 16 et 17 aussi. Ouais, à peu près. Ouais. Je pense que ouais, 16,5. Je pense que je mettrais 16,5 parce que le jeu souffre quand même de problèmes majeurs qui est cet aspect collection qui est là depuis 10 ans dans le jeu vidéo. Et de l'autre côté, le manque d'aspect RPG. Je pense que lui mettre 17, c'est peut-être un petit peu exagéré.
mais le scénario était si bon, le gameplay était si bon, il a réussi à me faire apprécier un univers que je n'aime pas du tout, et ça mériterait presque un 17. C'est pour ça que je laisse 16,5. Après, je pense que les films n'ont pas assez exploité l'univers que peut exploiter un jeu vidéo. Je pense que c'est ça aussi. Oui, c'est ça aussi, parce que clairement, vous allez passer du temps à Poudlard, mais c'est vraiment, les alentours sont vraiment énormes. Moi, ce que j'aimerais bien voir, je finirai là-dessus, moi, ce que j'aimerais bien voir, ce sera un espèce de jeu, mais un petit peu comme Harry Potter, mais avec une loi, la The Vampire Masquerade, si tu vois ce que je veux dire, du genre, que tu te balades dans le monde moldu, mais que tu sais, comme la violation de la mascarade, tu dois pas te faire repérer par les moldus, tu vois. Ça pourrait être assez cool, en tout cas. En tout cas, alors, je pense que... Techniquement, tu dois pas utiliser de magie devant eux. Oui, voilà, sauf si tu avais ton jeu. Ouais, sauf si t'as oublié le sort d'oubliette. Non, c'est que si tu es en danger, si tu es dans une situation de danger qui nécessite l'utilisation de magie en présence des moldus, c'est la seule exception. Ouais, sinon, t'as pas le droit. Mais vraiment, le jeu, il est clairement super pour du Harry Potter. Alors oui, on pourra aller plus loin, comme par exemple, le bestiaire est assez pauvre et ce genre de choses, mais d'un côté, c'est Harry Potter. C'est pas Elder Scrolls. Je veux dire, c'est Harry Potter, les 10 films, hein, si on inclut les mondes fantastiques, les 10 films, c'est quand même des mages noirs, des trolls et des gobelins. C'est exactement comme dans le jeu. Et des araignées. Les araignées, les centaures, je veux dire, il y a quand même pas mal, hein. Bon, après, les centaures, on les rencontre, mais on les affronte pas parce qu'on est de leur... Oui, c'est pour ça que en fait, tu vas croiser pas mal de créatures qui ne seront pas nécessairement dans le bestiaire, parce que soit tu les collectes pas pour le vivarium, soit tu les affrontes pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu croises pas mal de trucs quand même. Pour une bonne base, c'est vraiment impressionnant. Ça, je dis que c'est vraiment impressionnant. Et en tout cas, j'ai hâte de voir une suite avec la technologie qui a évolué et avec le savoir-faire des devs. Non, parce que je pense que les devs, ils doivent être extrêmement heureux de voir que le jeu, il est en train de battre des records, là. Parce que si le jeu, il bat des records, on va en entendre parler pendant pas mal de temps, ça, c'est sûr. Ouais, j'en connais certains qui vont avoir les boules, d'ailleurs. Mais... Ah oui, clairement. Bon, on arrive, maintenant qu'on a fini cette conclusion, petit message de fin. Vas-y. À toutes les personnes mal intentionnées, anti-J.K. Rowling, qui m'ont d'ailleurs spoilé la fin de Hogwarts Legacy par rapport à deux éléments principaux de l'intrigue. On ne spoilera pas pour éviter... On ne les spoilera pas par rapport à ça, mais je pense que ceux qui se sont pris ce spoil sauront pertinemment de quoi je parle, vu que ça concerne vraiment le spoil. Franchement, je pense honnêtement ce qui s'est passé, c'est qu'en fait la cinématique de la grande salle, c'est comme ça qu'on va l'appeler pour pas spoiler, la cinématique de la grande salle, elle a sûrement dû être leakée ou ce genre de choses, et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui ont spoilé ça. Ou alors il y a des gens qui ont rush, ça veut dire qu'ils ont acheté, même s'ils aiment pas, et ils ont rush. C'est quand même le truc. J'ai un peu de peine à croire que c'est un rush, parce que j'ai vu ce spoil le jour de la sortie le jour officiel, et vu que sur Steam ça sortait à 19h, ça voudrait dire que les gens ont fini le jeu et ont vu cette cinématique en 6-7 heures de jeu. J'ai un peu de peine. Après, quand tu es sur console, tu peux jouer légèrement en avance si tu joues sur le fuseau horaire. Oui, c'est vrai qu'avec le fuseau horaire, là, oui, effectivement, ça pourrait être crédible, effectivement. Mais bref, je dirais à ce genre de personnes, tout ce que vous faites, c'est gâcher le plaisir le plaisir des gens qui jouent au jeu. Et vous n'allez pas les dégoûter du jeu, en fait. Vous allez juste les rendre plus méprisants, beaucoup moins tolérants, et en plus de ça, ça ne va rien changer à l'intrigue. Ça ne va rien changer, parce que je vais être honnête, je ne vais pas vous dire les spoils, je vais juste vous dire que quand je les ai su, ça m'a même pas touché. Je me suis dit, je veux savoir pourquoi. Parce que c'est bien de me spoiler, ah, nanana arrive là, nanana arrive là. Oui, c'est bien, mais moi j'aimerais savoir c'est pourquoi. C'est le chemin en fait. Au final, tout ce que vous avez fait, c'est de me balancer un teaser.
pour me donner envie de continuer à jouer. C'est tout. Voilà. Ça n'a rien fait. Ça ne fera rien à quasiment tout le monde par rapport à ça. Faire chier le monde, ça ne changera rien. Vous trouvez que le monde est trop transphobe, vous trouvez que le monde vous donne pas assez de droits, et ben c'est pas en se comportant comme ça que vous changerez les choses. Voilà. Vous êtes exactement comme Grindelwald et comme Ranrock. Vous croyez qu'en étant agressif comme ça, vous allez changer les choses, vous allez juste devenir le méchant de l'histoire. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que vous aurez aimé mon avis par rapport à ça. Notre avis. Notre avis, c'est vrai, excuse-moi. Mon serpentard qui ressort. Et je vous dis donc à la prochaine. Et j'en profite une petite dernière minute pour vous dire que j'ai atteint mon record personnel des 130 abonnés. Je vous remercie amplement. Ce que je prévoyais pour la fin de l'année est déjà arrivé. Je suis très fier de vous, la communauté qui me suit. Et je pense sincèrement qu'on se reverra pas avant un bon moment. Parce que oui, il y aura le Let's Play de Frontières. Mais il y aura, je pense qu'on se reverra pour Starfield. Allez, à plus tout le monde.